Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous justement dans cette émission Guide Justice Démocratie. La démocratie africaine à l'honneur, avec plusieurs élections annoncées ici et là. Le président Chirac disait fermement que la démocratie était un luxe pour les Africains. Une réaction qui avait suscité les débats les plus houleux, mais aussi les plus controversés. Quelques 17 ans plus tard, quel constat peut-on faire de cette déclaration? Pour en parler, amis téléspectateurs, j'ai pu devoir recevoir ici même au plateau de la télévision nationale Dr Bano Bari. Il est ancien vice-recteur de l'université Lansana Conté de Sonfonia, consultant, sociologue, chargé de recherche. À ma gauche, Dr Sékou Bouré Sikondé, ancien ministre de la Sécurité, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, ancien médiateur de la République, actuel directeur exécutif de l'African Crisis Group, chargé justement de gestion des conflits en Afrique. Avec ces deux invités, amis téléspectateurs, nous allons tenter de cerner les questions, les contournantes de cette problématique pour la démocratie africaine. Alors, très chers invités, vous êtes les bienvenus. Je vais commencer juste par ma gauche. Est-ce qu'on parle aujourd'hui, docteur, d'une problématique africaine de la démocratie ou bien d'une problématique de la démocratie en Afrique? Au regard justement de tout ce bouillonnement, de ces petits problèmes qu'on rencontre ici et là. La problématique de la démocratie en Afrique est un problème récurrent. Le problème existe parce que tout se passe comme si les États-nations, donc créés volontairement et délibérément à partir de la conférence de Berlin, et les efforts, les actions et les initiatives de renforcement de ces tracés, donc le tracé colonial, n'était pas fondé que sur la création des nations. A été fondé sur la dislocation des nations. Donc la division des communautés et l'éparpillement des ressources humaines. Les pays africains, pour être bref, ont accédé à l'indépendance après la Deuxième Guerre mondiale pour une grande part. Et du coup, dans ce combat, le régime que nous avons choisi, donc la plupart des États-nations, c'est la République. Donc l'expression de la souveraineté du peuple. Donc la République qui diffère de la monarchie, de la principauté, de la dynastie et d'autres formes de gestion. Est-ce que cette République que nous avons donc volontairement épousée, est-ce que nous avons respecté ses valeurs? Est-ce que nous avons pris la République avec tout son contenu? Je pense que non. Donc la première difficulté de la démocratie est partie de là. Nous avons pris les institutions favorables. Donc le président de la République, le ministre, l'ambassadeur, le directeur général. Ça, ce sont les institutions représentatives. Le Parlement, la Cour des comptes, la Cour suprême. Mais les valeurs de solidarité, les valeurs de travail, les valeurs de justice, qui sont en soi les fondements de la République, n'ont pas été exercées en Afrique, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un problème de démocratie en Afrique? Je dis oui, parce que la démocratie elle-même est l'expression d'égalité, est une expression d'égalité. Égalité par rapport au pouvoir, égalité par rapport à ceux qui ne sont pas au pouvoir, donc l'égalité en droit et en devoir. Nos États sont jeunes, 57 ans, 50 ans, 54 ans. On ne désespère pas, mais tout se passe comme si, aujourd'hui, à cette étape, il y a une réforme de l'État qui est absolument nécessaire pour, à la fois, profiter de l'avènement de jeunes cadres, d'intellectuels, pour analyser notre société, pour questionner notre société et être capable de comparer. Donc évidemment, vous avez questionné justement notre société, comme vous l'avez dit. Alors quelle est la réponse que vous donnez aujourd'hui à cette affirmation selon laquelle la démocratie est un luxe pour les Africains? Je dirais d'abord que je ne partage pas cette réflexion, ni la démarche.
la démocratie, comme la République, sont des inventions humaines. Ils n'ont pas été inventés pour une nation donnée et à cause d'une situation donnée. C'est une vision de l'humanité. Donc l'Afrique est rentrée dans cette phase, et comme je le disais, en laissant de côté, dans un premier temps, ce que nous-mêmes nous devons apporter à cette démocratie. Donc c'est le droit positif occidental qui a influencé... La démocratie occidentale. Qui a influencé nos choix dès le début. Et finalement, est-ce que nous avons respecté ce processus démocratique, le mécanisme démocratique? Non. Premièrement, la démocratie est politique. C'est l'état de droit, c'est le droit de l'homme, c'est la limitation des pouvoirs, c'est la séparation des pouvoirs, exercée, visible et palpable. La démocratie, c'est aussi le choix des représentants du peuple, par le peuple. Alors, lorsque ces représentants sont choisis, leur pouvoir, au demeurant, lorsqu'on était dans les empires, dans les États africains, les pouvoirs étaient limités. Il y avait des contre-pouvoirs. Malgré la force des royaumes, il y avait des éléments de contre-pouvoir, des outils de contestation, de conseil. Aujourd'hui, dans les régimes africains d'une manière générale, ces contre-pouvoirs, donc, et même ces structures d'aide à la décision, ces structures de contradiction autorisée n'existent pas. Donc je ne suis pas d'accord avec l'approche selon laquelle les Africains ne sauraient être démocrates parce qu'ils n'ont pas une culture démocratique. Moi je dis, nous avons une culture démocratique à revendre. Faudra-t-il que nous-mêmes nous soyons conscients? Mais de quelle démocratie il s'agit en ce moment? Peut-être que, comme vous l'avez dit, si vous prenez le pouvoir théocratique, il y a eu l'alternance au pouvoir avant justement que, avant les indépendances. Tout à fait. Et ensuite, si vous prenez la charte de Kouroukanfouga, le 13e siècle, c'est peut-être 5 siècles avant la Révolution française de 1789. Alors, docteur Banou, est-ce que c'est votre avis? Quelle est votre lecture aussi de cette réalité quelques 17 ans après? Je pense que d'abord, il faut rappeler que dans quel contexte ce propos avait été tenu. À l'époque, il s'agissait d'une demande forte en Côte d'Ivoire d'une alternance politique. Le président Houphouët était contesté. Et le président Jacques Chirac était d'une certaine façon est venu à la rescousse pour signifier qu'on pouvait rester en Côte d'Ivoire sans alternance politique, sans libération du champ politique. Ça, c'est le contexte. La deuxième des choses, c'est que on fait beaucoup de raccourcis. L'histoire de la démocratie est une histoire longue et douloureuse. Il n'existe pas aujourd'hui un pays occidental qui est devenu démocratique, qui n'a pas passé par des péripéties extrêmement difficiles où les principes de démocratie n'étaient pas respectés. Aujourd'hui, on a tendance à croire que la démocratie à l'occidental, celle qui s'est imposée sur l'ensemble de l'humanité, que par exemple le droit de vote, a toujours été ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les citoyens ont toujours été égaux devant la loi. Ce n'est pas vrai. Si vous revérifiez l'histoire de l'Occident, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas très longtemps que, par exemple, des pays qui sont très démocratiques comme la Suisse, les femmes ont eu accès au droit de vote. Le Canada, la même chose. On connaît aussi que pendant une très longue période, il fallait pratiquement avoir des revenus pour pouvoir voter. Donc, en fait, on veut mettre tous les pays, tous les peuples du monde sur le même pied d'égalité à un moment T, alors qu'en réalité, le parcours historique n'a pas été le même. Les difficultés pour la construction de la démocratie n'ont pas été les mêmes. Cela dit, Dr Gouressi l'a dit, on va simplement répéter, il y a un certain nombre de principes aujourd'hui que l'on considère comme des principes universels de la démocratie et qu'il n'y a aucune possibilité qu'il y ait, disons, des différences entre les populations ou entre les peuples dans cette situation. C'est le principe de la séparation des pouvoirs, c'est un principe aujourd'hui acté qui constitue un fondement de la démocratie. Il y a aussi que les représentants du peuple sont élus. C'est un principe admis. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir démocratie sans cela. L'autre chose, c'est qu'il y a égalité des citoyens devant la loi.
Et cette égalité devant la loi signifie aussi un homme, une voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme supérieur, il n'y a pas d'homme inférieur. Il y a aussi la garantie d'un certain nombre de libertés qu'on considère comme fondamentales. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de réunion, d'association, droit de propriété, liberté de culte, liberté de la presse, absence d'arrestation arbitraire. Ce sont des principes aujourd'hui qui sont, disons, largement partagés. Cela dit, contrairement à ce que beaucoup de Guinéens pensent, et beaucoup d'Africains, il n'y a pas un modèle de démocratie au monde. Il y a des modèles de démocratie. Même dans un régime présidentiel, vous allez trouver des variations dans le régime présidentiel d'un pays à un autre. Le système portugais est différent du système français, il est différent du système polonais, il est différent du système tchèque. Tous ces systèmes sont différents entre eux. Le système américain est différent du système anglais. En réalité, il y a un fond commun que je viens d'énumérer, et puis il y a des modes de mise en œuvre de ce système. Le problème dans les pays africains, c'est que, surtout dans les pays francophones, il y a eu énormément de mimétisme. C'est-à-dire qu'on est parti chercher des modèles sans interroger, sans questionner la réalité sociologique de nos pays. Là, je vais vous arrêter. Est-ce qu'on est parti chercher des modèles ou bien on nous les a imposés? Attendez. Parce que si je pars après le sommet de la Baule, oui, il y a que, n'est-ce pas, même l'aide de la France, par exemple, était conditionnée par la démocratisation des États. Et je pense d'ailleurs que ce fut le point de départ de beaucoup de farces démocratiques que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est au lendemain de ce sommet de la Baule, justement, que le président Chirac, n'est-ce pas, arrivé en Côte d'Ivoire, je crois que c'était en 1998. Mais vous avez daté, vous avez dit le sommet de la Baule. Oui. Mais après le sommet de la Baule, il y a eu énormément de modifications, d'écriture, des constitutions dans les pays francophones. Dans les principes. Mais est-ce que la réalité a suivi? Non. Ce que je veux dire, c'est que, oui, à un moment donné, la France, par François Mitterrand, dit il y a prime à la démocratie. Oui. Vous avez obligation de changer le système de parti unique en un système multipartite. Mais est-ce que on avait dit aux Africains, vous devez avoir un régime présidentiel ou un régime présidentialiste? Personne, on a dit personne à cela. Ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des principes démocratiques. Dans ce modèle, on aurait pu choisir un régime parlementaire, on aurait pu choisir un régime à l'américaine avec un vice-président, on aurait pu choisir plusieurs modèles. Le problème, c'est qu'en fait, nos constitutionnalistes ont été suffisamment paresseux pour ne pas imaginer et pour ne pas interroger la population sur le modèle voulu par la mais est-ce qu'on avait cette possibilité de choix? Mais oui. Par rapport justement à la situation que nous connaissons, parce que nous savons qu'en matière de démocratie, et l'acculturation, et la transculturation, et la déculturation, je pense que tout ça n'a pas été mis en exergue du fait que c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs, et même ceux qui apprécient, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre démocratie partent de la démocratie occidentale. Oui, mais la démocratie occidentale ne se décline pas en un seul modèle. Il y a énormément de modèles à l'intérieur de la démocratie occidentale. Nous n'avons aucune raison de prendre un modèle qui ne correspond pas à nos valeurs, qui ne correspond pas à nos réalités sociologiques. Encore une fois de plus, ce que je demande, c'est de dire ce qui se passe dans les pays francophones. Pourquoi ça marche mieux dans les pays anglophones que dans les pays francophones? Interrogez-vous. Le système politique dans les pays anglophones fonctionne relativement mieux que dans les pays francophones. La raison est toute simple. C'est que nous faisons du mimétisme. Au lieu d'interroger, de questionner nos réalités sociales, nos réalités sociologiques, pour savoir de tous les modèles, de la façon dont ça décline, quel est le modèle qui s'adapte le mieux. Là, nous ne le faisons pas parce qu'il y a simplement une paresse de l'esprit, à mes yeux. C'est votre avis, docteur? Écoutez, les États-nations, les indépendances ont été acquises dans des conditions historiques particulières. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la compétition entre les grandes puissances qui a abouti finalement à la guerre froide. Donc, nous avons accédé à l'indépendance dans le contexte de la guerre froide, premièrement. Deuxièmement, l'arrivée, donc dernier séjour au pouvoir du président, du général de Gaulle, donc juste en 1956, et lorsqu'il a parlé, en parlant de la guerre d'Algérie, 95% des Français voulaient que l'Algérie reste française. Le général de Gaulle a dit,
je vous ai compris. Je vous ai compris. L'homme d'État, je vous ai compris, a compris que l'Algérie ne pouvait pas rester française, a libéré la voie à un changement, à une accession à l'indépendance pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Mais dans la même enveloppe, en 1958, le référendum du général de Gaulle était une question de choix définitif posée aux États africains. Il fallait oui ou non. On n'avait pas le temps de réfléchir au contour du oui. Il y avait une volonté politique et historique d'indépendance, de dire non à l'esclavage, mais entre le oui et le non, nous avons choisi le non. Et incidemment, la France, qui avait une vision de l'Afrique, ne pouvait que respecter, que continuer dans cette vision. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé, la nature de nos relations avec l'Occident a complètement évolué. Mais est-ce que nous avons une vision de l'Afrique? La question qui se pose, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec le professeur Banon lorsqu'il dit que la présentation, la photographie des démocraties varie selon les pays. Lorsque vous êtes en Suisse, c'est complètement différent que lorsque vous vous retrouvez aux États-Unis ou au Japon. Chaque pays, chacun de ces pays, chacune de ces nations a évolué, ma foi, en tenant compte des difficultés, des drames, des obstacles qu'ils ont dû contourner. La question qui se pose à l'Afrique aujourd'hui, et ça, je reviens à votre question essentielle, est-ce qu'il y a une démocratie africaine aujourd'hui? Je dis non, mais il faudra la chercher. Parce que ceux qui ont fondé le panafricanisme en 1963, à la création de l'Union africaine, avaient une idée très très précise, une idée d'unité, de solidarité, de justice et de travail, surtout d'indépendance. Finalement, 50 ans après, qu'est-ce qui nous reste de cela? Nous sommes dans une démocratie électorale en Afrique. Tout se passe comme si être élu ou être réélu est le fondement essentiel de l'État et de la démocratie. C'est l'un des principaux problèmes des États africains. Donc cela signifie tout simplement qu'il y a des problèmes parce que personne d'entre vous réellement n'a positivé. Dr Bano pense qu'on a mal réfléchi. Vous pensez justement qu'on a fait... Parfois on n'a même pas réfléchi. Parfois on n'a même pas réfléchi. Pas eu le temps de réfléchir. Vous pensez justement qu'on a mal transposé les choses. Est-ce que cela veut dire que la démocratie s'adapte difficilement alors à nos réalités pratiques ou bien ce sont les Africains mêmes, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à capitaliser la démocratie occidentale sous sa forme actuelle? Ce sont les élites africaines. Et essentiellement, il y a beaucoup plus de problèmes dans les pays francophones que dans les autres pays. Ce sont les élites qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un soubassement de base qui constitue le socle sur lequel toutes les démocraties fonctionnent. Je les ai énumérés. Un homme, une voix. Le principe de la séparation des pouvoirs. Mais ça, docteur Bano, non, vous ne confondez pas l'état légal à l'état de droit. Attendez, ça... C'est-à-dire que ces principes existent, mais si ces principes ne fonctionnent pas... Non, attendez. Ça, c'est le principe sur lequel doit fonctionner toute société démocratique. Ou devait fonctionner. Oui, c'est cela. Oui. Au-dessus, mais dans la pratique, est-ce que c'est le mode d'organisation de la société, à partir de ce socle, le mode d'organisation, en fait, s'ajuste en fonction des réalités du parcours historique de chacun des pays. L'élection présidentielle en Afrique du Sud, elle n'est pas faite au suffrage universel. Est-ce que pour cela, Jacob Zuma n'est pas un président légitime ou légal? Si, il est légitime ou légal. Parce que c'est le modèle qui a été choisi. Ce que je dis, c'est que les difficultés actuelles de la démocratie en Afrique sont à la fois une difficulté qui résulte de la transition démocratique, ce que l'on appelle la transition, c'est-à-dire que nous sommes dans une marche démocratique et cette marche démocratique on va rencontrer énormément de problèmes, mais l'autre paramètre, c'est qu'il faut que les élites africaines puissent prendre conscience que le modèle se décline en fonction des réalités des pays. Écoutez, Djibril, a priori, tout homme est capable de comprendre que vous n'avez pas plus d'importance que moi, vous n'êtes pas supérieur à moi. Les règles là, ce sont des règles universelles. Maintenant, ce qui reste,
c'est comment faire organiser la cité. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est comment organiser la cité pour qu'elle fonctionne correctement. Pour que les gens se sentent à l'aise, pour que le fonctionnement des institutions ne souffre pas. Parce que vous savez, la démocratie, c'est une façon, c'est la meilleure façon, en dépit de tout ce qui a été dit, c'est la meilleure façon de gérer la cité, de gérer les problèmes de la société. Oui, mais il se trouve, docteur, que nos économies sont tributaires, sont dépendantes de l'Occident. Oui. Notre culture... Rebondir par rapport à ça. Oui. En parlant de démocratie en Afrique, est-ce que la démocratie est adaptée à nos sociétés? Je dis oui. Parce que la démocratie a une exigence de réforme et d'adaptation. Il y a deux principes directeurs. Il y a la citoyenneté. La promotion de la citoyenneté est l'élément fondateur de la démocratie. Alors, quels sont les droits du citoyen? Quels sont les devoirs du citoyen? Quelles sont les limites dans l'exercice et dans l'expression, parfois, de ce statut? Tant que cette citoyenneté n'est pas bien expliquée, c'est pourquoi on dit l'État nourrit et éduque son peuple. Il faut que les citoyens sachent que l'égalité en droit est réelle, que la neutralité de l'État est réelle, que l'égalité des chances est réelle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la conception africaine du pouvoir. La démocratie est une forme d'expression, d'exercice du pouvoir. Est-ce que nous avons, à un moment ou à un autre, pensé que vous, Djibril Diallo, ce que vous faites est un pouvoir? Ce que nous faisons en tant qu'enseignants est un autre pouvoir. Est-ce que ce pouvoir du chef de cabinet, du chef de famille est suffisant pour celui-ci? C'est une bonne question. Est-ce que les moyens qu'on met à sa disposition, les moyens, les satisfactions liées à son statut lui permettent de s'en tenir à ça? Je dis encore une fois que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une population adulte majeure, capable de réfléchir aux fondements de notre société en termes de parcours démocratique pour constater premièrement l'instabilité des institutions étatiques, la fragilité des États en Afrique, la fragilité du tissu social en Afrique et le manque de production et de productivité d'une manière générale. Il ne faut pas appeler ça par monsieur tel ou madame tel, c'est un constat de société et il est important qu'on en parle. D'accord, pour revenir justement au sujet, je vais justement revenir sur cette affirmation du président Chirac. Il dit, citation, « L'héritage des Lumières ne pouvait s'acclimater avec la culture africaine dominée par l'instinct tribal. À raison de cette faiblesse structurelle et à l'absence de clivage idéologique, la démocratisation de l'Afrique ne pouvait que déboucher sur le chaos, le désordre. Un luxe donc que les pays africains ne pouvaient s'accorder. » Si on regarde aujourd'hui le continent, vous avez dit que la démocratie s'apprécie en termes électoraux ou électoralistes. Il a fallu combien de morts en Côte d'Ivoire? 3000 morts. Au Nigeria, il a fallu combien de morts avant que Buhari ne vienne? Et vous prenez le Mali actuellement en ébullition, le Sénégal, etc. Si on regardait justement tous ces problèmes que les Africains, chaque fois qu'on a parlé d'élection, on a enregistré autant de morts, alors que les mêmes réalités ne s'apprécient pas de la même façon, n'est-ce pas, dans les pays maîtres. Alors, est-ce que si on partait de ce principe, de ce postulat, on ne pouvait pas avoir une autre lecture de cette affirmation du président Chirac? Deux choses. Premièrement, encore une fois, l'éducation citoyenne qui doit prévaloir. Deuxièmement, la philosophie des Lumières, à la deuxième moitié du XVIIe siècle, et avec Spinoza, Bailey... D'accord, moi je voudrais qu'on quitte le cadre historique pour qu'on l'adapte justement à la réalité africaine. Parce qu'on a comme l'impression ici, chaque fois qu'on a parlé d'élection, c'est-à-dire tout le monde, le pays est en psychose, c'est des morts qu'on enregistre ici, c'est un bâillement, ce sont des adversités, c'est le communautarisme exacerbé, toutes choses qui contrastent avec les réalités démocratiques. C'est ça l'éducation citoyenne dont je parle. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas le temps des grandes réformes, nous ne nous donnons pas le temps. Est-ce qu'on a les moyens même? Nous n'avons... Oh oui, mais bien sûr que nous avons les moyens. Les élections sont devenues des phénomènes de blocage.
finalement, parce que lorsque vous voyez le budget d'une élection en Afrique, dans un pays, dans un État, Et le plus souvent financé du dehors. et lorsque tout ça n'est pas démocratique. vous comparez, financé ce que l'argent que nous injectons dans les élections, et vous dites, mais on peut désenclaver tout le pays avec ça. Donc la capacité de choisir paisiblement... Mais il se trouve que ceux qui nous donnent l'argent ne nous donnent pas cet argent pour aller désenclaver, mais ils nous donnent cet argent pour faire des élections avec toutes les conséquences que cela justement... Mais cela dépend de nous. Et écoutez, l'état de droit, la démocratie ou la bonne gouvernance, ce n'est pas du sommet à la base, c'est de la base au sommet. Il faut une volonté manifeste des populations pour indiquer nos priorités. Si nos priorités sont l'élection, tourne autour de l'élection présidentielle et que cela tourne en drame, deux questions se posent. Alors pourquoi, docteur, ces clivages que nous enregistrons ici en Afrique et un peu partout? Vous savez que René Dumont avait dit que l'Afrique noire est mal partie, mais si on regarde le terrain quand même plus de 50 ans après les indépendances, on a comme l'impression que l'Afrique n'a évolué que pour être revenue dans la case de départ. Nous avons évolué, incontestablement, il y a des acquis, ne serait-ce que la résistance par rapport à tout cet arsenal d'instruments qu'on nous impose. C'est-à-dire que tout se passe comme on continue, comme si on voulait continuer à nous apprendre à être intelligents. Qui nous impose? Écoutez, nos partenaires, quand vous parlez, vous prenez la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et même les Nations unies, ils ont un agenda par rapport à l'Afrique. Et il faut un agenda endogène en Afrique. Et c'est pourquoi la société civile, les sociétés civiles africaines ont une responsabilité par rapport aux 70% d'Africains analphabètes. Nous sommes 1 milliard aujourd'hui. Dans 35 ans, nous serons 2 milliards d'Africains. L'Europe est 500 millions aujourd'hui. Dans 35 ans, il y aura 500 millions. Nous sommes les banlieues. Nous ne sommes plus le centre du monde. Nous sommes les banlieues. Il faut absolument que les Africains se prennent plus au sérieux et qu'on revienne à la réflexion et à l'état des lieux. Réfléchir avant d'agir. Est-ce que c'est votre lecture, docteur, quand on sait fondamentalement que l'essentiel de ce que nous faisons en matière de démocratie, ça nous est imposé du dehors? On a parlé du sommet de la Beaune. C'est-à-dire, c'est comme si justement l'élève est le maître désormais pour que je puisse vous apporter en cutus qu'il faudrait que vous alliez à la démocratie. C'est comme si les Africains n'ont pas choisi d'eux-mêmes d'y aller, mais qui sont venus justement sur une contrainte. Oui, alors, nous produisons peu, et pas suffisamment. Un peuple, un pays, une nation, son fondement, c'est de créer de la richesse. Nous produisons peu. Deuxième problème, le talon d'Achille des pays africains, c'est la question ethnique. Parce que tout simplement, Dr Wouressi a expliqué comment on a créé artificiellement nos États. Et on nous a appelés ethniques. Si les Soussous avaient créé un État, on les aurait appelés nations. Étant donné qu'ils sont Soussous, Peul, Malinké, à l'intérieur d'un État, on a appelé ça des ethnies. Vous avez raison, la question ethnique est la question qui, en fait, le communautarisme dont vous parlez, est la question qui perturbe considérablement le processus électoral. Mais là où je dis, que les élites africaines se contentent de copier et non pas de réfléchir, c'est que quand vous avez un problème, vous l'avez identifié, vous connaissez la nature du problème, vous devez pouvoir proposer un système qui prenne en charge, qui contourne, qui apaise, qui détruit, qui élimine la question ethnique. Malheureusement, de constitution à constitution, on ne reprend que des principes de base vides. On dit, on condamne, il est interdit de... Mais en réalité, rien ne permet concrètement d'arriver à une situation pareille. Je vous donne un exemple tout simple. Depuis l'indépendance, en 1958, si nous avions établi des modules de langue nationale, des modules de Soussou, de Pulaar, de Malinké, de Kicheng et de Toma, et qu'on avait introduit ça au niveau des écoles,
à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, et qu'on mette en place un dispositif d'encouragement pour ceux qui acceptent de prendre des langues des autres communautés, et que l'on détermine au niveau de l'État des postes administratifs, dans lesquels, pour les occuper, il faut parler 2 langues, 3, 4 langues, et qu'on mette en place un système de primes pour l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, le nombre de personnes locuteurs de langues en dehors de leur langue maternelle aurait atteint une proportion relativement importante. Mais sur la question Sékou Touré, c'est pas essayé. Non, c'est pas la même chose. Attendez, je crois que vous ne m'écoutez pas. Non, je voyais votre approche incitative. Non, je dis des modules offerts à des gens qui souhaitent le prendre parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire que si tu le prends, tu veux devenir préfet, il faut parler 3 langues. C'est-à-dire des motifs d'intégration. Exactement. On n'a pas fait ça. On s'est contenté de dire, bon, on condamne. L'autre des choses, lorsqu'on dit que la question ethnique, c'est le talon d'Achille, et qu'il y a dans les élections une dimension communautaire, c'est parce que tout simplement, on a importé le modèle de parti politique appartenant à un individu, c'est-à-dire des entrepreneurs politiques créent un parti, le parti lui appartient, il finance le parti, il recrute les membres de sa communauté et il rentre en compétition. Et donc la compétition du leader et de son parti devient une compétition communautaire. Parce que nous n'avons pas réfléchi aux principes, aux règles qui auraient en fait empêché l'utilisation du communautarisme dans le jeu politique. Parce qu'en réalité, le communautarisme en Guinée ou dans tous les pays africains s'exerce au niveau de trois éléments. Les élections pour l'accès à des postes de responsabilité politique, l'administration pour l'accès à des postes administratifs et l'accès à des marchés de l'État. Dans tous les autres, vous n'avez aucune dimension communautariste. Ni dans l'habitat, ni dans l'école, vous n'avez aucune dimension. La preuve, c'est que quand on sort les résultats du baccalauréat, personne ne s'intéresse de savoir qui est premier ou qui est deuxième. On ne cherche pas son appartenance parce que le jeu est transparent. Donc, la raison pour laquelle nous sommes dans cette difficulté, c'est parce que nous sommes dans une société où lorsque les gens occupent des positions d'autorité, au lieu de susciter un débat contradictoire, avec toutes les âneries, je ne dis pas intelligents, toutes les âneries, les gens qui n'ont pas de poste ne sont pas intelligents, on est d'accord, mais au moins qu'il y ait un débat contradictoire, parce que du débat va sortir des propositions concrètes, permettant de dépasser cette situation. Le problème, dans les pays africains, c'est que nous laissons aux autres le soin de penser pour nous. Nous n'avons pas nous-mêmes pris la latitude de dire nous sommes un peuple, nous sommes une société, nous sommes une nation. Nous devons de penser à nos problèmes et de savoir quels sont les mécanismes à mettre en place pour dépasser ces problèmes. J'ai comme l'impression que vous ramenez tout à l'intelligentsia. Alors que si vous prenez aujourd'hui nos populations dans la configuration actuelle, il y a les intellectuels, il n'y a que la grande masse de population, elle est analphabète. Elle ne comprend pas justement ces mécanismes. Alors je vais vous aider. Il n'y a pas plus intelligent, il n'y a pas plus pragmatique que les analphabètes. Si on me demandait en Guinée, je prends le pays que je connais le mieux, si on me demandait en Guinée de faire un classement, je mettrais tous les analphabètes devant et je mettrais tous les intellectuels devant. Et comment vous allez l'expliquer? Parce que tout simplement, lorsque vous regardez du point de vue de l'accumulation de la richesse, chercher de l'argent, construire, bâtir, vous avez plus d'analphabètes que des gens ayant eu des diplômes. Ceux qui ont les diplômes, ce qu'ils savent, c'est manger l'argent de l'État. Donc, pour moi, les analphabètes, le fait d'aller à l'école ne signifie pas que tu es devenu plus intelligent que celui qui n'est pas parti à l'école. Je dis, mais ce n'est pas les analphabètes qui rédigent les textes. Ceux qui rédigent les textes, ceux qui les pensent. Et quand je dis un débat contradictoire, je ne dis pas un débat entre intellectuels, je dis un débat national, un débat entre citoyens. Parce que celui qui parle la langue nationale est capable d'exprimer un point de vue. Et ce point de vue peut avoir le même niveau, la même capacité de raisonnement que n'importe quelle autre personne. Donc ce que je dis, encore une fois de plus, mais après tout, quand on rédige le document, quand on rédige ce que l'on appelle la Constitution ou n'importe quel autre document, c'est fait en français et c'est fait par ceux qui sont partis à l'école. Et c'est ce qu'ils ont mis dedans qui devient force de loi. Alors qu'en réalité, on aurait pu avoir un débat contradictoire. S'il y a un débat, les gens auraient dit exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Parce qu'après tout, prenez l'expérience d'un paysan des projets agricoles. Les paysans, vous n'allez pas venir dire à un paysan de changer sa façon de produire du riz. Si vous lui dites, il va refuser.
vous devez expérimenter à côté de lui une fois, deux fois, trois fois. Lorsqu'il va voir que vous êtes capable d'avoir un résultat agricole supérieur à son propre résultat, en ce moment, il va vous écouter. Oui, docteur, par rapport à la même question, j'ai l'impression que dans l'approche de docteur Banon, il y a une question d'intelligentsia. Il ne voit pas, n'est-ce pas, l'influence extérieure sur le processus démocratique. Alors il minimise alors qu'aujourd'hui, je dis, si on regarde le terrain, on se rend compte que l'Afrique n'est pas en déficit d'analyse, comme certains. Il y a eu des débats ici, un peu partout à travers le monde. Le diagnostic est fait, les mots de l'Afrique sont connus, mais l'application sur le terrain se pose toujours en termes de problématiques. Nous n'avons plus le droit d'accuser qui que ce soit. Nous sommes mûrs, nous avons nos ressources, nous avons une classe de cadres qui constitue 30% de nos sociétés et 70% d'analphabètes, disons ça comme ça, en vrac. Les 30% doivent se donner le devoir d'expliquer, de décoder les principes de la citoyenneté. Ils trouveront bon accueil parce que ces principes d'acceptation mutuelle et de tolérance existent déjà à la base. Existait déjà. J'ai comme l'impression, docteur, qu'il y a une approche un peu je vais en fictive. Oui. Je vois un peu de la fiction. Non, non. Parce que lorsque vous parlez de 30%, je suis d'accord avec vous, oui, d'intellectuels et tout ce que cela comporte. Oui. Mais n'oubliez pas qu'à l'intérieur de ces 30%, il y a quand même, ce n'est pas homogène. Mais j'en viens. C'est une classe hétérogène avec des intérêts différents et divergents. J'en viens. Et c'est ça l'échec de l'État en Afrique. Voilà. C'est-à-dire que vous avez parlé d'ethnocentrisme. Pourquoi, et le communautarisme, pourquoi ils sont exacerbés dans les États-nations, dans les petits États créés brusquement ici? C'est parce qu'une élection coûte très cher. Et le raccourci pour accéder au pouvoir, sans subir ce grand investissement, le raccourci est ethnique. Et finalement, puisque vous vous adressez à 70% d'analphabètes, vous n'avez même pas le temps d'expliquer un projet de société, un programme de gouvernement. Il n'y a pas d'école de cadre des partis. Il n'y a pas de séminaire de formation des militants. On n'en a pas besoin parce que l'ethnie est là. On s'adresse à l'ethnie, on puise dans l'ethnie. On donne des tricots, des t-shirts, on donne des képis. Et c'est ça. Ou alors on rappelle que c'est le parent de tel, qui est le parent de tel, qui est le parent de tel. Ça c'est africain, c'est sociétal. Lorsqu'on constate ça, on a les moyens d'y réfléchir et d'y remédier. D'accord, et vous dirigez justement aujourd'hui un groupe de gestion en fait, des conflits. Comment faites-vous pour essayer de gérer ces clivages quand on sait fondamentalement que ces réalités, n'est-ce pas, sont devenues légion dans le fonctionnement de nos sociétés? Si vous regardez aujourd'hui, la société civile a des difficultés parce que tout le monde semble avoir trempé ou de gauche ou de droite, ou alors la suspicion atteint tout le monde. Il n'y a pas de leadership possible, les leaders d'opinion, n'est-ce pas, sont affectés par ces prises de position, c'est-à-dire la régulation administrative, elle est affectée. Alors, on n'arrive pas à se retrouver dans la gestion de tout ce que nous avons géré, expliqué ici comme problème. L'African Crisis Group est un cabinet panafricain, un cabinet conseil en gestion de crise. Nous sommes dans les territoires, dans les États africains, pour porter... Non, je vous renvoie sur le terrain guinéen. Oui, un regard, pour porter un regard africain, parce que nous sommes conscients du fait qu'aucun État africain ne s'en sortira seul, individuellement. Tu ne peux pas être en même temps bon Guinéen et bon Ouest-Africain. Il faut être bon Ouest-Africain pour être un bon Guinéen. Dans le contexte guinéen, l'avantage que nous avons par rapport aux autres pays de la sous-région, c'est que la violence, l'extrémisme religieux, le terrorisme, les rébellions sont complètement à la porte de la paix et de la stabilité de ces États. Nous n'avons pas ce problème, heureusement. La Guinée est, dans la ceinture des 7 pays qui l'entourent, le seul pays qui a conservé son intégrité territoriale de l'indépendance en autour. Puisque nous n'avons pas de problème, nous sommes en train d'en inventer. C'est-à-dire opposition et pouvoir, majorité et opposition. C'est des choses que nous pouvons régler entre nous. Il y a bien des solutions. Donc, quand vous demandez à quelqu'un comme moi, qui a voyagé autant de fois, depuis 3 ans, je ne fais que ça, je dis, mais la Guinée se porte mieux. Il faut en profiter
pour poser le problème. Alors, pour poser le problème, il faut avoir le courage de dire que c'est une question, la paix est une question de volonté politique. La démocratie aussi. Nous sommes dans la République. Il faut expliquer les valeurs et les normes républicaines par une éducation civique. Quand tu parles du chômage, ce n'est pas le gouvernement qui donne du travail directement après les victimes. C'est l'éducation, c'est la formation qui permet à l'individu d'être compétitif. Il se trouve aussi que vous avez parlé, je ne sais pas si c'est le doyen Bané qui a parlé de sociétés à intérêt. Par exemple, si on n'a pas la volonté, si on ne veut pas utiliser les raccourcis dont vous avez parlé, donc on n'a pas intérêt à promouvoir une éducation à cet effet, une éducation ad hoc, pour amener les gens justement à cette situation, cette vie. Mais c'est ça l'absence de l'État dont je parle. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de la citoyenneté, vous parlez de l'État de droit, de la démocratie dans la République, vous parlez du respect des lois, vous parlez de l'égalité, vous parlez des institutions fortes capables d'identifier les ruptures et les dérapages et d'y mettre fin. Bien. Aujourd'hui, nous traversons une crise en Guinée. Il y a de cela bientôt plus de mois. J'ai comme l'impression que peu sont les voix qui se sont élevées pour proposer des solutions idoines. Est-ce qu'il y a un déficit, n'est-ce pas, de leadership dans ce pays ou de référence à ce point? Une crise, il y en a depuis 2005. Je pense qu'il faut ramener les choses dans leur juste proportion. Pratiquement depuis 2005, la Guinée est dans une situation de crise. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque 9 mois, chaque 2 ans, on est dans une situation de crise. Encore une fois de plus, je persiste et je signe, pour moi, une société se doit de penser collectivement et de proposer des mesures pour sortir de la situation dans laquelle le pays se trouve. Malheureusement, ce que je constate, c'est qu'en Guinée, il y a beaucoup plus de débats de salon, de chambre, de maquis, de radio, qu'un débat de fond. Et sans débat de fond, il est impossible de traiter les problèmes qui assaillent la Guinée. On peut régler, colmater rapidement la situation actuelle, mais le problème de fond va rester. Le problème de fond, c'est comment avoir un État moderne, porteur de progrès, capable d'impulser le développement. Le problème, c'est comment avoir une école de qualité, capable de produire non pas des demandeurs d'emploi, mais des créateurs de richesses. Le débat, c'est comment avoir une justice proche, humaine, non corrompue, capable de prendre en charge toutes les prestations sociales. Le problème, c'est comment avoir des acteurs politiques, nationalistes, républicains, non portés, non tournés vers des considérations privées. Voilà un certain nombre de choses qu'il faut régler. Tout le reste là, on peut régler ça maintenant, mais après, je peux vous garantir, dans 3 mois, dans 6 mois, on reviendra encore à la table. Oui, mais comment y arriver quand il n'y a pas justement la quiétude dans la cité? C'est justement... Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, la Guinée est un pays en majorité musulmane. Dans les conditions normales, les chefs religieux auraient pu monter au créneau et trouver la solution, comme c'est le cas. Il y a des mécanismes de régulation au Sénégal. Il y a le Moronaba au Burkina, n'est-ce pas? Je ne sais pas en Guinée quelles sont les références à ce niveau qu'on peut justement implorer quand il y a une crise. C'est justement au moment où il y a des crises qu'il faut réfléchir. Parce que quand il n'y a pas de crise, c'est extrêmement difficile d'amener les gens autour de la table pour réfléchir. Toutes les avancées dans tous les pays du monde ont eu lieu dans des périodes de crise. Les grands principes de base qui fondent l'État français, la nation française, sont sortis de la Révolution française, au moment où il y avait des crises. La guerre civile américaine a été celle qui a fait germer l'État américain tel qu'on le connaît. Une période de crise est une période de lucidité, où les gens se disent, attention, il est temps que l'on réfléchisse, il est temps que l'on mette de l'eau dans notre verre, il est temps de proposer quelque chose d'original. Alors, en tant que sociologue, qu'est-ce qu'on peut proposer en ce moment comme modèle, label guinéen? Je ne possède pas une solution. Mais ce que je dis, s'il y a un débat national, je suis moi comme beaucoup d'autres, et je sais qu'il y a énormément de Guinéens qui sont intéressés
par un débat, disons, en profondeur, pas un débat superficiel, un débat de maquis. Vous savez ce que c'est qu'un débat maquis? C'est-à-dire, vous avez un sujet, vous avez une introduction, vous avez un développement, il n'y a pas de conclusion. Je suis intéressé par des débats de fond, pas des débats superficiels. En Guinée, si vous remarquez, vous prenez toutes les émissions de radio, vous prenez toute la période, vous avez toujours les mêmes débats cycliques qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Ce qui fait que moi, je suis fatigué. Personnellement, je suis fatigué de parler de l'événementiel. Parce que moi, je ne suis pas dans l'événementiel. Je ne suis pas un journaliste. Je suis un sociologue. Je regarde la société, je pense à son passé, je regarde son présent et je me projette dans son avenir. Et justement, en tant que tel, tu aurais proposé un modèle de débat et de cadre. J'ai déjà publié un certain nombre d'articles, tout le monde est au courant. Au minimum, depuis 4 ans, j'ai publié au moins 11 articles qui portent tous quel régime pour la Guinée, comment changer la Guinée. J'ai publié pratiquement sur tous les domaines. J'ai publié sur l'ethnicité, j'ai publié sur l'éducation. En fait, ce que je suis capable de faire, je le fais. Encore une fois de plus, il appartient à ceux qui dirigent aujourd'hui l'État d'être les maîtres d'eux. En se disant, il nous faut un débat en profondeur avec des personnes indépendantes, pas des militants, pas des miliciens, des personnes indépendantes, capables de porter une parole honnête, propre, contradictoire, qui n'est peut-être pas la vérité, mais qui a le mérite de dire les mots tels qu'ils sont, c'est-à-dire de mettre le doigt dans la plaie, en disant ça, ça ne va pas. À partir de ce moment, il y aura des solutions. Et ces solutions-là permettront à la Guinée de faire un bond, de sortir de sa situation, d'être enfin une nation prospère, une nation stabilisée, une nation de paix, une nation de prospérité. Oui, docteur. Il faut d'abord commencer par mettre tous les Guinéens au même niveau d'information. C'est ça l'éducation civique. Il faut savoir que lorsque la Constitution consacre l'acceptation du droit de manifester, la Constitution n'a pas prévu qu'en manifestant, il y aurait eu mort d'homme. Une manifestation est pacifique par essence. Et c'est cela l'État, premièrement. Deuxièmement, il faut que tous les citoyens soient libres de leur choix. Qu'on ne choisisse ni par ethnie, ni sous influence. C'est l'éducation de base. Troisièmement, qu'on ne cherche pas de thérapie, c'est-à-dire qu'au moment, en pleine crise, on dit mais quelle solution vous apportez à la crise? Ça veut dire qu'on n'a pas vu la crise venir. Voilà. Alors que toutes les structures étatiques en Afrique portent des germes de crise. La composition et la cohabitation actuelle de nos populations portent des germes de crise. L'administration, le fonctionnement de l'administration et le salaire des fonctionnaires portent des germes de crise. La conception de la société, lorsque tu envoies ton enfant à l'école, tu veux qu'il soit fonctionnaire. C'est-à-dire que tu veux qu'il soit directeur, ministre. Alors tu ne sais pas que dans l'État, dans la démocratie, il y a un secteur non étatique qui peut te permettre d'avoir une vie très agréable. Pour illustrer ce que vous avez dit, Napoléon Bonaparte disait qu'un État a le droit d'être vaincu, mais jamais celui d'être surpris. Très bien. Alors donc, exactement, vous êtes dans la prévention. Donc, je vous rejoins pour dire ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette volonté d'éduquer les Guinéens dans le sens de l'harmonie, de la tolérance et de l'acceptation mutuelle. Et cela doit être prôné et prêché par l'État en termes de volonté politique. La dernière chose, je vais parler des crises. La crise actuelle, elle a une solution. On ne cherche pas de solution à travers des modèles de société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'opposition dit, nous n'irons pas à l'Assemblée nationale. Nous ne reconnaissons pas la légitimité du président de la République. Nous ne reconnaissons pas la CENI parce que le chronogramme ne nous convient pas. Alors parlons du chronogramme. C'est ça la solution. C'est-à-dire, on dit, mais vous manifestez, c'est pas bon, vous ne devez pas manifester. Oui, mais parlons du chronogramme. Et il se trouve que les positions sont tranchées entre les partis et nous ne voyons pas justement cette troisième voie. Il appartient donc à la société civile. Donc quand je parle de société civile, je ne parle pas des organisations de la société civile. Je parle de l'ensemble des populations pour refuser de se confondre ou de s'instrumentaliser, ma foi, dans un mécanisme de crise de confiance, dans un mécanisme de confrontation des égos. Et nous devons dire, quel que soit le Malinké, il a son ami Peul, au moins un. Quel que soit le Peul, il a au moins un ami malinké, sans parler de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée. Et que la Guinée est riche parce que nous, les Guinéens, sommes sur ce territoire. Et le Guinéen
est riche parce que nous partageons cet espace immensement riche. C'est extraordinaire comment les autres nous envient finalement. Alors, parlant de gestion de crise, il faut restaurer la confiance au sommet, entre les acteurs. Et nous avons le même parcours. Mais comment y arriver? Parce que c'est à ce niveau qu'il y a des problèmes. Parce qu'on a vu, dans l'entre-deux tours, il a fallu qu'on importe, n'est-ce pas, Ça, c'est dommage. pour gérer la... Ça, ensuite, après la crise des législatives, il a fallu la communauté internationale pour le faire. Est-ce qu'il y a des mécanismes de régulation interne pour essayer de gérer ces problèmes il n'y en a des pas. Guinéens pour et par les Guinéens? Il n'y en a pas. Moi, je peux vous en parler parce que je ne fais que ça. Lorsque, en février 2013, j'ai été appelé pour venir m'impliquer dans la facilitation, on a bien commencé. On a approché, ma foi, l'administration judiciaire par rapport aux éléments manifestants arrêtés. On est parvenu à suspendre les activités de la CENI sur le terrain. On est parvenu à faire venir l'opposition et les représentants de la majorité au palais du peuple. En pleine discussion, donc dans ce processus-là, j'ai été surpris de constater que l'opposition demandait 2 représentants et la mouvance demandait 2 représentants. Plus moi, ça faisait 5. J'ai dit non, je me retire de ça. Si notre pays, notre société n'est pas capable de faire confiance à un Guinéen ou à 2 Guinéens, il faut non seulement prendre 4 pour accompagner le messager international et ensuite se faire sur la base Cela d'un traduit agenda. justement le climat de manque de confiance, Alors, de suspicion. S'il n'y a pas manque de confiance entre nous, il n'y aura plus manque de confiance au sommet. Il faut que nous, citoyens guinéens, nous soyons capables de dire, écoutez, nous sommes des Guinéens et tous ensemble Guinéens. Donc lorsque, ma foi, un comportement, une attitude va en dehors de nos attentes, il faut avoir le courage de le signaler parce que tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le manque d'information. Nous sommes dans une situation où les populations ne savent pas réellement le fonctionnement de l'État et tout ce que ça porte comme bonheur. Et puisque tout le monde est focalisé sur le processus électoral, et tout l'argent qu'on nous envoie, c'est par rapport à ça, et puis les notations des institutions internationales et de nos partenaires, c'est par rapport à ça, il faudrait que nous soyons en mesure de montrer que dans nos sociétés aussi, on est capable de choisir paisiblement et ce travail reste à faire. Et il se trouve que le président de la République l'a dit hier, d'ailleurs, face aux syndicalistes, qu'il y a trop de démagogie dans ce pays et on ne dit pas la vérité. Comment voulez-vous, dans un tel contexte, justement, quand ceux qui sont censés dire la vérité ne sont pas justement les meilleurs, quand ce n'est pas sur la bonne direction? La vérité dont il est question, c'est les lois. La vérité dont il est question, ce sont les institutions. Ce n'est pas aux citoyens lambda, Kourissi Kondé, dire la vérité. J'ai dit ma part de vérité. Je revendique une liberté d'opinion et d'initiative. Et parlant justement de la loi et des institutions, notre pays quand même connaît cette dualité, n'est-ce pas? La gestion par les lois et la gestion par le consensus. Oui, dans le droit même d'une manière générale, il y a le droit, il y a les lois, il y a le compromis. Je suis d'accord. Mais force est de constater aujourd'hui que notre pays est menacé dans ses fondements. Si nos prédécesseurs, donc nos parents et nos grands-parents, n'avaient pas accepté la cohabitation pacifique, l'échange, la tolérance et la complémentarité, on ne serait pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. La nation, la résolution des populations de vivre ensemble. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc le problème, c'est nous qui le créons, parce que c'est nous qui l'avons créé. Et nous connaissons la solution. Et je vous le dis, je suis passé il y a 3 jours au tribunal de Dixine, où se passait le jugement des manifestants. J'ai un pincement de cœur en regardant que dans le box des accusés, j'ai l'impression que c'est une partie de la Guinée qui est dans le box des accusés. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal et j'ai le devoir, en tant que citoyen guinéen, de dire que ça, ce n'est pas normal. L'État prévient, même au cours des manifestations, lorsqu'il y a cas de mort d'homme, dire que c'est la faute des manifestants est trop facile. L'État sécurise même celui qui s'exprime contre lui. Et c'est de cela qu'il s'agit. Les États africains sont fragiles. Et toutes les volontés sont portées sur le jugement, sur le mauvais jugement. Nous avons un président, il est comme ça, tel candidat est comme ça, tel ministre est comme ça. Il faut juger la société, il faut évaluer la société, il faut questionner la société, quelles sont les insuffisances à nos niveaux individuels et de façon collective.
je dis toujours, il faut que le peuple ait un bon leader. Mais il faut aussi que le leader ait un bon peuple. Et un bon peuple, c'est un peuple qui est conscient de sa liberté. De sa liberté. Et tu ne dépends pas forcément du poste qu'on va t'attribuer, que ton destin, c'est dans les mains de Dieu. Et que le devoir que tu as, quel que soit le prix, ma foi, du sac de riz ou de maïs, ce sera le même prix à l'abbé, à Zérékoré, à Kindia, à la différence. Si c'est l'abbé qui a produit, ça va coûter moins cher à l'abbé. Si c'est Kindia ou Kankan qui produit plus de riz, ça va coûter moins cher. Mais dire que c'est moins cher ou c'est plus cher parce que c'est la forêt, ce n'est pas ça le problème. Donc, il y a une éducation civique. Il faut que la volonté politique nationale soit orientée vers l'acceptation mutuelle et la citoyenneté. Le pays est menacé. Bien, donc on est un peu pris par le temps, Doyen Bano. Est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui que la démocratie africaine se porte bien? On peut dire que certains pays se sortent relativement bien parce qu'ils ont eu suffisamment d'intelligence, parce qu'ils fonctionnent sur la base d'une réflexion endogène, parce que régulièrement c'est une société qui se questionne. C'est une question, ce sont des pays dans lesquels on n'attend pas qu'il y ait des crises pour réfléchir. Ce sont des pays qui se projettent dans l'avenir, qui ont une vision. Et la politique politicienne, en fait, est reléguée au second plan. Tous les autres, dans lesquels on laisse à autrui le soin de réfléchir pour soi. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas de dollars ou d'euros. Tous les pays dans lesquels on fait le pompier, on attend que ça brûle avant de s'imaginer des solutions. Tous ces pays, ça ne va pas bien. Et malheureusement, les pays où ça ne va pas bien, aujourd'hui, quand on regarde sur la carte africaine, on se rend compte que ça concerne davantage des pays anciennes colonies françaises que les pays lusophones ou de colonisation anglaise. En 30 secondes, juste votre dernier mot. Je dis que la démocratie africaine, je n'applaudis aucun modèle. J'identifie les mêmes menaces, mais j'ai de l'espoir. Nous avons nos ressources naturelles, nous avons une démographie et nous avons des cadres qui peuvent compétir au plan national ou international. Il faut développer des solutions endogènes. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice, Démocratie. Sujet fort et sujet phare aujourd'hui, la démocratie est-elle un luxe pour l'Afrique? Le président Chirac l'avait dit, quelques 17 ans après, nous avons tenté justement de poser cette problématique. Le constat de deux éminents chercheurs justement du pays, Dr Bano Bari est sociologue, ancien vice-recteur de l'université Lansana Conté de Sofonia et actuel consultant. Et à ma gauche, Dr Sékou Gouressi Kondé, ancien ministre de la Sécurité, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, ancien médiateur de la République, actuel directeur exécutif de l'African Crisis Group qui s'occupe justement de la gestion des conflits en Afrique. Avec ces deux invités, amis téléspectateurs, je pense que vous avez été particulièrement bien servis. Cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.